Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler. Je vais commencer par faire un point sur... Il faut que je parle dans le micro, c'est ça? Oui. Faisons un point préalable sur le changement conjoncturel. On est dans une crise. Et elle est surtout devant nous. La sanitaire, on est dedans. Mais le reste arrive, nous dit-on. Et donc, il peut y avoir un vrai réflexe, dire bon, le DD, ça va bien 5 minutes, etc. Et nous, notre expérience, c'est que les crises économiques et sociales n'effacent pas les crises écologiques, parce qu'elles se conjuguent. Et il y a une bonne raison à ça, c'est les faits. Les faits sont têtus. Voilà ce qu'on appelle le schéma de la grande accélération. Donc, c'est des gens qui étudient l'Anthropocène, et on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça se passe de rentrer dans le détail. Et donc, même si on a plus de soucis d'emploi, d'exclusion, tout un tas de soucis, on va continuer à avoir ces soucis-là. Ils ne vont pas les effacer. Et les gens, les consommateurs, contrairement à ce que des fois nos réflexes caricaturaux de communicants nous font penser, les gens, eux, ils s'en rappellent. Les grandes marques, en 2004, recueillaient 57% de déclarations de confiance. Faites-vous confiance plutôt ou tout à fait au message des grandes entreprises a priori. 2014, c'était déjà à 30% environ. Là, on est à 27%. C'est un chiffre, en fait, après des fluctuations qui est stabilisé. C'est-à-dire, d'une année sur l'autre, ça y est, ça ne bouge plus. C'est rassurant parce que ça ne tombe pas plus bas, mais ce n'est pas rassurant parce que ça ne bouge plus. Et sur le fait que les gens comptent sur les grandes entreprises doivent agir pour la société, ça, c'est encore taquet. Et parallèlement, simultanément, il y en a qui disent qu'elles doivent prendre part et participer aux évolutions de notre société. Mais ils ne les croient pas. Mais ils demandent quand même qu'ils agissent et qu'ils en fassent part. Nous, CIDIES, on estime qu'aujourd'hui, il y a des charges contre la communication. Et on estime que la question peut se poser, est-ce qu'il faut arrêter la pub, le moteur de la croissance, qui est en fait une organisation, on organise la faillite générale, en vertu de la grande accélération qu'on a vue. On pense qu'au contraire, et j'ai jamais eu autant besoin de communiquer, que les activistes les plus anti-communication se soucient beaucoup de leur communication, qu'ils ont bien raison, et que le problème, ce n'est pas la communication, c'est la com. Et que la com, c'est l'invention des communicants. Et elle a une sœur cadette. Aujourd'hui, quand on dit c'est de la com, ça veut dire c'est pipeau. Et il y a une variante, c'est du storytelling. Ça ne peut pas durer longtemps. Hein. C'est pas très vieux le storytelling. Mais aujourd'hui, ça y est, on dit c'est du storytelling. Et tout le monde comprend, c'est pas vrai, il ne faut pas y croire. Donc c'est un peu un problème. La pointe de l'innovation en communication. Et donc on pense qu'il faut au contraire continuer à se parler plus que jamais et que la question se pose de rétablir la confiance, rétablir la communication. Il y a un truc qui se passe, qui a fait l'objet d'un best-seller et qui peut être une alternative à la promesse publicitaire et au storytelling. Ce best-seller, c'est Sapiens. Et au centre de Sapiens, il y a ce que l'auteur appelle les hiérarchies imaginaires. C'est juste un autre nom pour ce que plein d'autres auteurs ont déjà abordé. Et donc, c'est fascinant. Depuis Claude Lévi-Strauss et probablement d'autres avant, on connaît ça. Et la communication, on s'en empare pas. Qu'est-ce que c'est? C'est le récit. Et le nom que donnent les sociologues au récit, c'est le grand récit, ou le récit collectif, ou les hiérarchies imaginaires, etc. Alors, par une prétention sans borne, on a remplacé le bouquin Sapiens par un petit bouquin qu'on a fait nous, qu'on a écrit nous, sur comment on travaille ça. Et c'est de ça que je vais vous parler. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que ça va actionner une propriété puissante de notre cerveau, que les neurosciences pointent de façon toujours plus claire. C'est révolutionnaire parce que le grand récit, et pour l'élaborer, on a bossé avec d'autres gens que nous, et coup de chapeau à Nature Humaine qui nous a dès le début mis sur la piste, mais à nos premiers clients et à tous les gens qui ont travaillé dessus à l'agence. C'est révolutionnaire parce que c'est empathique, parce que ça actionne le ressort qu'actionnent les séries. Qu'actionnent les séries par rapport notamment à ce qu'on appelle les unitaires, c'est-à-dire les films, les téléfilms. C'est quoi ce ressort-là? C'est ce qui nous fait rester devant notre écran
alors qu'objectivement, notre rythme biologique, c'est de dormir toute une nuit alors qu'on voulait regarder juste un épisode. Que s'est-il passé? Alors qu'on nous met un bouquin dans les mains, même un bouquin passionnant, on s'écroule quand même. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, et que les auteurs de séries ont compris, c'est qu'ils ont déclenché l'empathie, c'est-à-dire qu'ils ont construit des héros qui nous ressemblent, qui ne sont pas les héros des clichés, qui n'ont pas une super cape, tous les pouvoirs, et qui sont forts. Ils sont super faibles. Et ils sont super contradictoires, schizophrènes. Et donc, on a des problèmes dans lesquels on se reconnaît. C'est-à-dire qu'il a fait des conneries. Et souvent, les problèmes qu'il a, c'est lui qui les a déclenchés. On dit, fais pas ça, fais pas ça, fais ça. Et il le fait. Affreux. Comment il va s'en sortir? C'est parce qu'il se met dans le pétrin tout seul, comme quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on veut voir comment il s'en sort. Et donc, là, on a un modèle assez simple. OK, si les marques font ça, elles vont capter une attention de dingue. Puissance accrue, responsabilité accrue. On aurait de quoi se réjouir, on va pouvoir hypnotiser les foules. On sait les dégâts que ça fait. On ne s'en réjouit pas parce que ça parle de propagande aussi. Et ce dont est capable la fiction, si on le met au service des marques, ça peut aller très loin. On sait ce qu'a fait Hollywood sur les représentations collectives, pour en citer qu'une, celle du mâle blanc dominant. Et est-ce qu'on veut refaire de la com en pire? Comment on va borner ce pouvoir? Comment on désamorce cette bombe qu'est la fiction? Et comment on évite de faire de la fiction et comment on reste dans la réalité? Heureusement, il y a une sécurité à ce système. On fait référence aussi ici à une citation de Jacques Fradin, que certains connaissent sans doute, sinon allez voir, il fait du super boulot. C'est que dans notre cerveau, c'est Hollywood, c'est-à-dire qu'il ne demande qu'à croire à des fictions. Et quand on se met devant une fiction, il fonctionne comme dans les rêves, il re-range ce qu'on a vécu, les souvenirs qu'on a emmagasinés. Et c'est pour ça que la fiction est si puissante. Et donc, il y a une sécurité. Il y a une sécurité, c'est que dans le grand récit tel que le décrivent les sociologues, il n'y a pas d'auteur génial. Il n'y a pas de scénariste, en fait. Parce que ce qui fait qu'un grand récit est grand, qu'un récit collectif est collectif, c'est qu'il y a plein de gens qui adhèrent à ce récit. Et donc, on ne peut pas l'écrire à leur place. On ne peut pas écrire un grand récit, c'est pas possible. On peut dire, ok, je vais écrire un grand récit, c'est ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est entendre le grand récit et écrire sous la dictée de nos contemporains, de nos semblables. C'est comme ça qu'on peut dire, dans le rétroviseur, ah bah il y a eu un grand récit, c'est par exemple la couche d'ozone. Mais sur le moment, on peut dire, j'ai fait un grand récit sur la couche d'ozone. On peut le souhaiter, mais on ne peut pas le décider. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va avoir donc la créativité démultipliée du nombre d'acteurs qui sont la foule, on va dire. C'est intéressant, ça apporte de la sécurité. Les auteurs, c'est pas nous, c'est eux les citoyens. Jusqu'ici, c'est formidable, c'est leur génie créateur à tous âges. Et on ne peut pas nous décréter. Voilà. Avec l'empathie, avec la conscience du pouvoir que ça nous donne et la conscience que ce pouvoir nous vient à chaque minute des citoyens, là, on a peut-être de quoi accélérer. La question, c'est comment ça marche, comment on s'en empare. Eh bien, il y a une série d'accélérations dans cette grande accélération possible. Et la première est assez vertigineuse. Parce que la clé de voûte de la pub, c'est la Unique Selling Proposition. Pas que de la pub, du marketing. C'est-à-dire, si on ne fait pas simple, court et unique, oublie. C'est pas sérieux en termes de marketing, de ne pas avoir du USP, de ne pas simplifier son truc. Et cette obsession du message unique fait qu'on se prive des constituantes essentielles d'un récit collectif. Un récit collectif a deux jambes. La première jambe, c'est un grand péril. Et c'est un truc qui ne fait pas envie. Et la deuxième, c'est un grand but. Et c'est parce que le grand péril fait peur et que donc il fait dresser l'oreille et que donc il capte l'attention que derrière, le grand but peut emmener. Le grand péril énergise, immobilise, et si on donne, le grand péril mobilise, et si on ne donne pas de grand but, on reste tétanisé, mais si on donne un grand but, ça canalise l'énergie mobilisée. Et donc voilà, c'est une dualité qui n'a rien à voir avec une Unique Selling Proposal. Donc, on a cette première accélération qui est de dire, OK, on va arrêter de faire simple et court comme une promesse. On va se donner un projet avec un cauchemar et un rêve.
un péril et un but. Et ça prend du temps à raconter. L'avantage, c'est quand on se rate sur une étape de ce projet, ça n'a pas été une promesse mensongère, c'est qu'on a raté une marche. Mais la sincérité du projet n'est pas remise en question. On sait que dans un projet, il y a des pétouilles. Alors qu'une promesse, on le tient. Et on tombe sur des phrases, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Qui est absurde, cette phrase. C'est scandaleux. Et on l'accepte quand même. Donc voilà, il faut arrêter ça et aller vers des choses plus nuancées, plus riches. Ça veut dire qu'effectivement, on va du court vers le long. Donc ça aussi, c'est les gens n'ont pas le temps, les gens ne lisent pas, etc. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que les gens, ils font pas tous la même chose au même moment et ils réagissent pas toujours de la même manière sur des sujets différents. Et quand un sujet les intéresse, ils lisent. À 23h, quand ils ont du temps, ils lisent. Quand ils ont précisément un souci qui passe, et hop, il y a conjonction, ils lisent. Et bien sûr que quand c'est de la vidéo, ils lisent plus. Et donc oui, il y a le pré-roll qui semble imposer la dictature du cours, mais c'est faux. Parce qu'il y a un contre-pouvoir qui est très, très puissant. On connaît les tutos, les MOOC, qui fait un travail de dingue. Et on le voit dans la façon dont ça façonne le savoir dans le monde entier. Donc voilà, et ça c'est très intéressant. On a la permission du long. Et puis, on va se permettre aussi de rompre avec l'objectif de faire rêver seulement. Là, on n'est pas que dans le rêve. On est aussi dans le fait de faire collectif. Si je me retrouve séparé du collectif, toute seule avec mes petits ongles et mes petites dents, je n'ai pas la compétitivité. L'homme, c'est un être social. Donc, on va aller vraiment vers les sujets qui font collectif, des sujets vitaux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est que l'effondrement écologique. Remplir son caddie à 1 euro, comme mon bon président Gilles Dasbonnel, ici présent, que je salue bien bas, aime le dire. Pardon. Remplir son caddie à 1 euro, qui est un sujet dramatique pour plein de gens, c'est un grand récit. Et donc, une fois qu'on est enraciné dans des choses comme ça assez importantes, pardon pour les numéros qui sont mélangés, on a un truc encore plus vertigineux. À quoi on est payé, nous, les communicants ? À ce que le message soit lissé, léché, finalisé, abouti, propre. Pour qu'on puisse le répéter, le répéter, le répéter. Mais si je vous dis de manière super lissée, léchée, que cette conférence va être formidable, cette conférence va être formidable, et cette conférence va être formidable, mais vraiment formidable, au bout d'un moment, vous vous dites, il est con ou il nous prend pour des cons ? C'est ça le modèle publicitaire. Repetition is reputation. C'est faux. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre à disposition des gens des outils pour qu'ils puissent écrire leur petit récit dans le grand récit. Si leur petit récit, c'est réussir à vivre mieux avec moins d'argent, les marques doivent se mettre au service de ce grand récit-là. Et ce n'est pas le grand récit de la marque, c'est le grand récit des gens. Et donc, on va avoir des briques de récit, des péripéties, des épisodes possibles dont les gens vont s'emparer pour écrire ce que les sociologues appellent leur petit récit, le récit de leur vie. Puisqu'ils s'en foutent du récit de la marque. Eux, ce qui compte, c'est leur vie. Et si le récit de la marque peut servir, nourrir le récit de leur vie, ça va. Et donc, on a quelque chose qui est fait pour être détourné. Quand on a un grand récit, on a le contraire d'une accroche et d'un visuel clé. On a quelque chose qu'il est quasiment interdit d'apprendre par cœur. Notamment parce qu'un grand récit, on va le voir ensuite, c'est que le pitch. C'est ce qui a marqué au dos du premier tome ou au dos de la jaquette de la saison. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a ensuite. Donc tout le travail pour identifier un grand récit, il est intéressant que parce qu'il va produire derrière des épisodes. Des épisodes qui vont être feuilletonnants et avec beaucoup d'inconnus dans l'inconnu. L'inconnu majeur, c'est est-ce qu'on va y arriver ? Par exemple, si on a un récit, est-ce qu'il va falloir arrêter de voyager ? C'est vachement important quand même. Est-ce qu'on doit arrêter d'aller vers les autres cultures, etc. Et le grand but, c'est continuer à voyager, mais sans créer d'effondrement écologique. Donc voilà, on a un vrai truc. Est-ce qu'on se replie sur nous ? Est-ce qu'on devient con ? On ne sait pas. Et l'intrigue, donc, qui est le vrai nœud de l'histoire, on ne va pas y répondre par oui ou par non. On va dire, il y a plusieurs pistes. Alors, on peut suivre plusieurs pistes. Il y en a une qui se casse la gueule. Lesquelles il reste ? Il y en a une qui marche trop bien, formidable. On se rue. Ah, elle ne marche plus, etc. Tout le travail des scénaristes, on va le voir ensuite, c'est de
rythmer ces épisodes en fonction de personnages qui ont chacun une arche narrative. Là, j'ai un peu l'impression que c'est ma femme qui me parle, parce qu'elle est scénariste d'Engrenage. Donc en ce moment, c'est sa fête. Et elle a sans arrêt plein de gens dans sa vie, dans notre vie, à la maison, dont elle suit les arches narratives, qui sont la gestion des inconnus qu'il y a dans l'inconnu de la série. Sur Engrenage, le pitch, c'était aujourd'hui, comment on fait de la police différemment d'avant. C'est quoi la vraie police? Et c'était montrer la vraie vie, et est-ce que c'est possible de la faire encore? Je ne vais pas vous dévoiler les ingrédients de la saison 8, mais chaque saison en fait soulève une énorme difficulté de cette unité de police. Et à chaque fois, ils ont un mur de post-it sur lesquels il y a épisode 1, épisode 2, épisode 3, etc. Et les différents personnages, les personnages principaux, et les évolutions qui vont conduire leur arche narrative. Sur la saison 7, pour ceux qui l'ont vu, on récupérait une héroïne qui était en hôpital psychiatrique. Et comment elle allait redevenir fliquette, performante, etc. Si on le fait, oh, ok, elle sort, elle est à fond, et puis elle revient, elle retrouve ses potes et ça va d'enfer. C'est pas intéressant. Donc voilà. Oui, il y a beaucoup de problèmes dans les trajectoires des boîtes, et c'est pas des problèmes nocifs, c'est des problèmes générateurs d'empathie. Donc on va du produit vers le coproduit, et là, non seulement on lâche la formidable valeur de l'exécution artistique qui justifiait des salaires et des honoraires de communicants, mais on lâche aussi la valeur de l'idée initiale. L'étincelle, elle a lieu dans le cerveau d'un super stratège, d'un machin. Non, c'est horrible, mais non. C'est des oreilles qu'on doit avoir. Une autre accélération, c'est donc de faire rentrer dans les salles de réunion ces présumés incompétents qui n'ont pas marqué communicant sur leur carte de visite. Et là, qu'est-ce qu'on fait tomber? La petite phrase qui dit « Communiquer, c'est un métier ». Vous faites des études pour apprendre le métier de communicant. En fait, c'est pas un métier, c'est une capacité. Une capacité vieille comme la vie. Les bactéries, elles n'ont pas fait l'ISCOM. Pourtant, elles se sont mises d'accord pour devenir bosser ensemble. Donc voilà, on a une série de différences qu'on a résumées là-dedans. Un récit, c'est pas produit par des communicants, ou du moins des communicants à carte de visite. C'est produit avec des non-communicants. Ça complique un peu les réunions, mais ça rend le résultat plus intéressant. C'est pas une promesse immédiate, un coup de baguette magique. C'est un projet, c'est dans la durée, c'est persistant, et on doit accrocher sa charrue à cette étoile-là. Et si on rencontre des rochers dans le sol, eh ben on fait le tour. Le troisième élément, c'est que ce n'est pas du storytelling, parce que le storytelling n'a jamais dit qu'il avait comme condition d'être vrai. Il s'est affranchi de la réalité. On sait la portée que ça a dans le monde d'aujourd'hui, pas que dans la communication. C'est quelque chose de vrai, de vérifiable, de proportionnel et vital. Et là-dedans, on entend des mots qui pourraient être ceux de l'ARP, et qui sont parfois ceux de l'ARP, notre instance de régulation professionnelle. Il y a une autre vérité qu'on fait un peu tomber, un dogme qu'on fait tomber, c'est l'ADN. C'est-à-dire qu'on est encore nombreux à avoir ce tic de l'ADN. C'est-à-dire si on cherche une campagne, c'est quoi l'ADN? C'est quoi l'ADN de mon produit, de ma marque, de ma boîte? Et si on colle à l'ADN, on l'a. Ben non. Parce que ça peut être vrai et inintéressant pour plein de gens. Et donc, l'idée de base, c'est au départ de décentrer, de regarder tout sauf le brief. De casser le brief et de partir du reste du monde. Donc de reproportionner complètement l'attention, de la réorienter vers ceux qu'on voudrait intéresser. Parce que l'ADN, si on le met dans une éprouvette, il va prospérer un peu. Mais si on le met dans le monde et qu'il répond à un besoin du monde, il va prospérer beaucoup. Et c'est ça qu'on veut, c'est pas prospérer un peu, quoi. C'est pas dès qu'on sort de l'éprouvette, ton ADN il meurt, ou il vivote. On se l'est dit, c'est pas figé, c'est pas gravé dans le marbre. Ça veut dire que le discours, notamment sur les relais, dont on veut qu'ils répètent nos messages, c'est pas infantilisant. Voilà ce que tu dois dire. C'est le fond du truc, c'est ça. Maintenant, tu le dis comme tu veux. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une intrigue essentielle, quelque chose qui a un vrai gros problème. Et si à un moment
un communicant est interpellé sur le message qu'il véhicule. Parce qu'il dit, mais de quoi tu me racontes? Pourquoi tu dis qu'il faut voyager de manière durable alors qu'il faut voyager de manière responsable, etc. Et on commence à se prendre la tête. Au moins, on sait que le péril, c'est continuer, c'est pas se replier sur soi. Et c'est pas non plus bouiller la planète. Donc on se retrouve sur des choses très solides et ça remet en marche. On grimpe d'un cran sur le consensus qu'on construit dans le message. C'est l'intrigue qui compte, c'est pas les mots et le détail des péripéties. Et puis, voilà, à la différence d'une campagne, c'est un message qui n'est pas one-shot, c'est pas une campagne ponctuelle et l'année prochaine j'en ferai une, ou dans 2 ans j'en ferai une autre, parce qu'il faut se renouveler. Ben non, il y a une constance qui fait qu'on prend un truc si difficile à faire que si on lâche le fil, on perd le trésor. C'est assez important, notamment en termes de raison d'être, parce qu'on sait les reproches qu'on fait aux raisons d'être, sur le fait que c'est fumeux, c'est perché, etc. C'est parce que c'est difficile à tenir que c'est intéressant. Parce que ça met la marque, l'entreprise, dans une situation dramatique d'incompétence. Et qu'on est tous incompétents. Et une boîte aujourd'hui, et c'est la difficulté numéro 1, elle est plus crédible si elle pointe ce qu'elle ne fait pas bien. Si elle dit ce qu'elle peine à faire. Si elle exprime ses difficultés. Voilà, là on a un schéma qui donne grosso modo la mécanique. On a au départ non pas une idée publicitaire, non pas une USP, mais une intrigue. Un gros problème. On a des héros. Donc ça peut être par exemple l'interne, les distributeurs, les consommateurs, les citoyens. Ça peut être aussi le service innovation, les RH, la prod, la logistique. Ce qui est très important, cette incarnation, c'est que pas de héros. Alors, si vous ne décrivez pas les acteurs, il n'y aura pas d'empathie. Si je vous parle d'un cow-boy qui arrive et qui va flinguer tout le monde, ce n'est pas la même chose que si je vous parle d'un cow-boy qui joue de l'harmonica et qui a perdu ses parents parce qu'ils ont été pendus sur ses épaules et quand il est tombé, ses parents sont morts. C'est autre chose. Donc voilà, il faut du détail, il faut du spécifique. Il faut qu'on dise « Ah ouais, il a des ongles de 3 mètres de long, comment c'est possible ?» Et on s'intéresse. La phase suivante, une fois qu'on est héros, c'est le plus gros du boulot. Mais heureusement, dans notre monde économique, les héros, c'est des vrais gens. Et donc, c'est eux qui ont inventé les épisodes. Et donc, chaque héros va avoir ses difficultés, ses embûches, ses péripéties, ses réussites, ses retards. Pour trouver l'intrigue, au départ, il ne faut pas qu'on se gourre. Parce que si on perd un héros parce que pour lui l'intrigue elle n'est pas intéressante, on rate quand même notre truc. Donc on va avoir un travail sur quelles intrigues sont possibles. C'est quoi le cœur du problème auquel on s'adresse? Le gros truc, le plus gros truc, le truc que personne ne peut dire je m'en fous. On va travailler sur plusieurs intrigues possibles. Et on va les travailler à travers ce que ces héros perçoivent comme problème dans le monde. Donc c'est ce qu'on a appelé nous des sessions vérité. C'est assez noir, c'est assez dark, mais c'est d'une richesse sans précédent. On n'avait nous jamais vécu de réunion comme ça. On en sort avec, enfin, c'est des moments où c'est les réunions les plus noires possibles en fait. Tout le monde est là, c'est horrible, mais tout le monde en ressort énergisé. Donc ça c'est bien ce qui fait mentir de parlons pas de ce qui fâche. C'est pas vrai, ça réveille. Donc voilà, une fois qu'on a plusieurs intrigues, on va les soumettre à un tir de barrage des héros auxquels on va dire allez sortez les bazookas. Vaut mieux les dégommer avant qu'après les avoir choisis. Donc c'est à vous de dire. Et là on a un petit exemple sur un travail qu'on a fait pour le récit SNCF, qui a eu beaucoup de boulot parce que c'était entre 2 grosses grèves. Mais là on voit bien comme il y a certains récits, par exemple, dans la vie, en fait, on voyage vers soi-même. C'est ça le vrai truc. Ou alors, le voyage, en fait, c'est le cœur, notre boussole. Ou alors, et si on se téléportait? Est-ce qu'on le ferait ou on continuerait à prendre le train? Ou alors, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir continuer à voyager. On en parlait à l'instant. Ou alors, voyager, c'est magique parce que c'est ce qui se passe derrière la porte. Et on veut savoir ce qui se passe derrière la porte. Voilà, des trucs comme ça. Donc, tout cela, ils se sont cassés la gueule dès le premier partage. Il y en a qui ont démarré un peu, il y en a qui ont démarré beaucoup, il y en a qui ont tenu. Et là, c'était lui. Et ça, c'était quelque chose sur... Quand vous prenez quelqu'un
sur votre porte-bagages ou ou dans votre voiture, ou que juste vous lui indiquez le chemin sur la route, dans une rue, bah, vous êtes un peu responsable de lui. Vous pouvez vraiment le mettre dans le pétrin. Et ben nous, c'est pareil, des millions de fois par jour. Vraiment, on est stressé. Mais on fait tout. On est nombreux, vous nous voyez pas, etc. Donc voilà, c'était un petit terrorisme du quotidien. Ça, c'est la phase 1. C'est pour choper l'intrigue. Je vous passe le détail sur comment on évalue par des votes la richesse d'un pitch, d'une intrigue par rapport à une autre. La deuxième phase, c'est les épisodes. On a mis beaucoup de temps à trouver comment aider les acteurs à énoncer leurs péripéties, leurs difficultés, leurs petites victoires, leurs petites inconnues successives, etc. Et on s'est rendu compte qu'il fallait leur poser les bonnes questions. Donc on a appelé ça récit storming. Et c'est quelque chose qui se fait en 2-3 heures, qui peut se faire plus longuement. On a sans arrêt des nouveaux formats qui naissent. On a un format qu'on vient d'inventer qui s'appelle le narraton. On se rend compte qu'on peut actionner l'imaginaire créateur des collaborateurs sans le découpler de leur réalisme, de vraiment plein de manières. Ce qui est formidable, c'est qu'on rend auteur des gens qui n'écrivent pas. Plus dur que ça, on les rend auteurs collectifs et dans des délais très courts. Alors que déjà écrire, c'est difficile, mais les meilleurs auteurs, les faire écrire à plusieurs, c'est une gageure. Et là, on prend des non-auteurs, on les fait écrire à plusieurs, et ils n'ont même pas 3 semaines, 3 mois. Et les résultats sont toujours... Enfin, les gens, c'est un team building en soi, quoi. L'expérience est formidable. Voilà le fameux mur de post-it. Donc c'est une photo que j'ai prise dans le bureau de ma femme. Et on retrouve bien cette succession d'événements. Par exemple, Laure, elle sort de la saison 7, de la saison 6, elle a un hôpital psychiatrique, parce qu'elle est en burn-out. Et en saison 1, elle va replonger. Et puis, en saison 2, il y a un malaise. Elle sent qu'elle ne peut pas y aller, elle est rattrapée par ses dépressions. Donc elle en prend une crise d'angoisse. Pendant ce temps, en épisode 1, Gilou doit accepter le retour de Laure. C'est pas facile. Elle est partie, quoi. Et en saison 2, ok, elle revient, il faut réussir à faire équipe. Vous voyez à peu près comme ça. Donc voilà, ça c'est des enjeux qui peuvent tout à fait arriver dans la vraie vie. On arrive à la petite minute égocentrique où on a des verbatims clients qui vous donnent leur vécu de ce que ça leur a apporté. Et les mots les plus intéressants pour nous, c'est par exemple chez Erta, Anne-Laure de la Rétrie qui dit « ça nous a aidé à hiérarchiser notre grande quantité d'actions RSE ». C'était un problème classique, ça devient un problème hyper classique, de plus en plus fréquent. Puis il y a de plus en plus de boîtes qui font de plus en plus de choses et qui du coup savent de moins en moins par quoi commencer, comment le raconter, etc. Donc à partir du moment où on priorise une intrigue sur le reste, elle entraîne le reste, mais au moins l'intrigue est simple et on comprend. Dans le cas de Guerlain, et on a ici Sandrine qui depuis a bougé, ce qui a été formidable, c'est qu'au départ, on a donc un acteur du luxe qui fait du développement durable, qui est une question un peu compliquée, qui n'est pas forcément très glamour, et qui pourtant veut embarquer, etc. Comment en parler sans abîmer son image. Et on a trouvé une formulation qui, derrière, a fait que tout le monde a trouvé ça évident. La formulation, c'était comment être la maison de beauté la plus prestigieuse au monde sans protéger la beauté du monde. Au nom de la beauté, Guerlain, etc. S'engage pour un monde plus durable. Bon, passons parce que celle-là est très intéressante. La stratégie seule rassure, le récit embarque. Là, on a l'empathie qui arrive. Voilà, en résumé, le grand récit, c'est la puissance du regard. On arrête de dire qu'il faut mettre des œillères et des lunettes roses et être myope à 1 mètre. Ça transforme un plan stratégique en une aventure. Ça pourrait inquiéter les stratèges. C'est pas une aventure, j'ai tout calculé. Bah non. Ça permet de voir les collaborateurs comme des auteurs et des acteurs. Remplacer le stress du risque par l'excitation du suspense. Pour un manager, c'est important. On sait, les gars, que c'est compliqué. C'est pas pour ça qu'on va pas y aller. Vivre les embûches comme des péripéties vivifiantes. Ok, on s'est gaufré. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête? Bah non, il y a l'intrigue. Et ça fait vivre les lenteurs, les difficultés, les rebondissements comme la matière première de l'attention. Donc voilà, toute l'idée, c'est de faire descendre les boîtes et les marques du piédestal
Parce que les consommateurs, ils savent que c'est pas vrai. Et la question qu'on pourrait partager, c'est quoi, à vous, collectivement, dans votre boîte, votre grand cauchemar? Votre grand rêve, ouais, mais aussi votre grand cauchemar. À vous de me dire. Ça va toujours? Ça s'entendait? Ouais. Qui, parmi vous, a vu des marques désigner leurs faiblesses, exprimer leurs faiblesses? Alors? Ouais, Patagonia. Tout à fait, bon exemple. Patagonia qui a compris la dimension de récit et d'épisode. Ouais. 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 C'est une question d'ego. Ouais. On a un gros boulot, on a plein de clients qui nous disent OK, on fait ça. Et puis au fur et à mesure, la peur du jugement. Quelqu'un d'autre? Non? OK. Veja, absolument vrai. Veja dit ce qu'on fait, c'est pas bien, c'est pas assez bien. C'est tout bête quand même, quoi. Et puis on a envie de les écouter. Donc voilà, on a, on a un avenir formidable si on fait cette évolution. Biocop un petit peu aussi, oui. Ok, je répète les questions. Je répète les questions. Oui. Vous avez entendu ou pas? Non. Souvent, les présidents sont très ouverts à ça. Ils sont assez en solidité, quoi. C'est eux les chefs. Et donc, ils peuvent dire, ouais, il y a ça qu'on fait pas bien, etc. Surtout, c'est les autres qui font pas bien. Et donc, eux, ça va, ils savent faire ça. Et c'est derrière les équipes d'en dessous qui sont cramponnées à leur parapluie, et c'est leur salaire quand même qui est en question, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a des cas de collaborateurs qui ont dit, ah non, mais faut pas, par exemple, je pense à quelqu'un qui dit, non, mais il faut pas venir filmer nos usines parce que ça va faire peur aux gens. Mais en fait, elle avait raison. Elle désignait un point de faiblesse et elle a été durement punie. Donc c'est ça qu'il faut faire bouger dans les boîtes. C'est la culture du bourrage de mou. Du fait que si on n'est pas fort, c'est pas bien. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Ouais, tout à fait. Le président est souvent l'auteur de la pression. Et ce qu'on pense, nous, c'est qu'il est l'auteur de la pression qu'il reçoit de l'actionnaire. Donc, il y a effectivement un gros sujet sur les AG et les lanceurs d'alerte. Et il y a plein de choses derrière. Et c'est vrai que nous, communiquant aussi, je veux dire, en agence, on a des actionnaires et on se félicite, nous, d'être indépendants parce que le travail qu'on fait, les conseils qu'on donne aux entreprises, ça passerait pas dans beaucoup de grands groupes qui diraient, mais tu veux pas leur dire de dire ça? Tout à fait, ça tombe en cascade. Ouais. 45 000 grandes marques clientes de votre organisme de certification. OK. Ouais. Ouais. La traçabilité. Le levier de la traçabilité. Mm. 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 Oui, les enjeux se durcissent, ouais, tout à fait. En fait, tout à fait.
Je reformule pour les gens, ouais. La traçabilité, c'est quelque chose qui fait atterrir les marques par rapport à leur fantasme de perfection et d'exemplarité. C'est un mot, nous, qu'on combat énormément. L'exemplarité, c'est la meilleure manière de rater. C'est-à-dire quand il y a un mot d'ordre dans une entreprise, alors là-dessus, il faut qu'on soit exemplaire. C'est que ça va souffrir et on ne va pas y arriver. Et donc, effectivement, on a, nous, une culture, on adore travailler. Il y a quelqu'un d'EY ici, à côté de Gilda, qui s'appelle Eric, avec qui pour nous, les consultants, travailler avec des consultants, des ingénieurs, c'est très important, parce que ça nous laisse, quoi. Ça nous évite d'aller dans le storytelling. Et donc, il y a effectivement une évolution, une accélération positive là-dessus, oui. Tout à fait. Oui. Alors, l'espoir et le péril de la culture, c'est-à-dire perdre la face, le risque de perdre la face, et notamment en Asie, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, ok. Ouais, tout à fait. On est pris dans le fleuve de l'histoire. Là, c'est vraiment sapiens. C'est-à-dire qu'effectivement, nos cultures sont inadaptées. Et même si c'est certaines zones du monde qui ont plus de mal à changer sur certains items, chacun va avoir ses difficultés. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle culture qui émerge. Bruno Latour en parle très bien, ou atterrir, sur le fait que les enjeux clivants, c'est la foi dans le progrès qui dit, bon, ça va passer. C'est le sujet pour la génération suivante. Est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est faire une confiance exagérée dans le progrès et dans les générations suivantes? Est-ce que c'est se débarrasser à bon compte, après moi le déluge? Et une autre polarité qui est les terriens, qui disent, tant qu'on ne sait pas, on va sécuriser autrement. Tant que le progrès n'a pas eu lieu, on va gérer avec ce qu'on sait faire. Et donc, on va atterrir et on va perdre la face. On va accepter de perdre la face. Donc voilà, il y a des enjeux effectivement culturels super importants. Et c'est pour ça que la série est un modèle si intéressant. Parce que c'est éminemment culturel. Ça rentre très vite dans les cultures collectives. Sur les grandes séries de notre époque, c'est évident. Oui. Oui. Ah, donc là, on a un signal rassurant. Vous avez des étudiants asiatiques qui bougent là-dessus, quoi. Qui sont potentiellement, oui, tout à fait, à l'étranger, donc fertilisés. Oui, tout à fait. Absolument. Voilà. Est-ce que. Je vais faire un autre sondage. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver à créer, à faire dire aux boîtes ce qu'elles font mal? Qui pense qu'on peut y arriver? Ah, les mains se lèvent moins haut, mais il y en a quand même, hein. D'accord. Ok. Qui pense qu'on va pas y arriver? Ah, il y a des ne sais pas, mais il n'y a pas trop de gens qui pensent qu'on va quand même. Donc, par exemple, pourquoi on ne va pas y arriver? Qu'est-ce qui va être le plus dur? Vous avez travaillé 12 ans dans un grand groupe. Une pyramide de parapluies sous des égos, d'égos sous des parapluies, oui. Donc des dissonances cognitives, des prises de position publiques en interne du dirigeant qui dit ouais, on va faire ça et en fait il bloque. Ouais. Mm. Ça demande des personnes courageuses, ouais. Ok, c'est pas évident qu'il y ait ces personnes courageuses. Et toi, tu vas rajouter? Il faut changer les présidents. Gilda n'est pas d'accord. Non, je répète, c'est comme. euh, On se connaît, donc on peut partager le micro. Dans le sens aussi où c'est aussi des microcosmes voilà, qui sont souvent très en lien, qui ont intérêt à ce que le copain d'à côté ait un intérêt, enfin, que les intérêts des copains soient
Et je ne le dis pas en disant que c'est mal, je dis juste que c'est un fait, que c'est un constat, et que tant que ça ne changera pas, je pense qu'on n'arrivera pas à faire bouger les lignes parce que chacun ne fera pas bouger sa ligne à lui si ça va embêter le copain d'à côté. Ou, voilà, c'est aussi permettre à des gens qui ont envie de sincérité et qui ont un ego moins fou de diriger, quoi. Ouais. Par rapport à ça, je vais rebondir. On a, nous, des signaux d'espoir. C'est-à-dire, vous disiez, il faut des gens courageux. On a de plus en plus de collaborateurs qui, au risque de sanctions, font des choix, prennent des positions, que ce soit simplement en réunion, ils font contrepoids, etc. Voire, ils prennent des décisions stratégiques qui montrent qu'il y a une part de désobéissance civile, en fait, dans la boîte. Et sur les actionnaires, je vais vous citer un exemple. Vous connaissez sans doute Schlumberger, qui est un des piliers du forage pétrolier. Schlumberger, aujourd'hui, les dirigeants mondes, forcément backés par les actionnaires, ils sont forcément soutenus par les actionnaires, ont dit les chiffres sont tels qu'on va arrêter le forage pétrolier tôt ou tard. Donc ça y est, on prépare l'arrêt du forage pétrolier. Schlumberger. Donc c'est comme si L'Oréal arrêtait de faire des produits de beauté et Microsoft des logiciels. Vous imaginez le virage. Mais ça bouge. Pas que sous les présidents, mais aussi les présidents. Et donc, effectivement, il y a plein de dissonances cognitives, et ils ne vont pas le faire du jour au lendemain. Mais le grand péril, quand même, il est là. Et les enfants jouent un rôle vachement important. Les enfants des dirigeants et des actionnaires. Nous, c'est ce qu'on voit, en tout cas. Où en sommes-nous en horaire? C'est fini. Ça va? Ok, merci beaucoup. Bravo.